Donc pour cette deuxième séance de la nouvelle année universitaire, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Joséphine Brief qui donc se présentera plus en détail tout de suite après, mais donc juste en deux mots, Joséphine a soutenu il n'y a pas longtemps son mémoire de Master 2 en affaires internationales et espace post-soviétique à Sciences Po Bordeaux sous la direction de Ronan Herouet, si je ne me trompe pas, Joséphine. Et donc, sur le sujet qu'elle présentera aujourd'hui, justement, sur cette mobilisation des réfugiés ukrainiennes à Lyon. Donc, tu as fait ton master à Bordeaux, mais ton terrain se situait à Lyon. Oui, c'est ça. Et donc, ça va se dérouler comme d'habitude. 30 minutes pour la présentation de Joséphine et ensuite un échange collectif. Et à la fin, je passerai la parole à Thomas pour présenter les séances à venir. Donc, c'est-à-dire les deux séances qui nous restent avant la fin de cette année, au mois de novembre et au mois de décembre. Joséphine, la parole est à toi. Parfait. Merci Olga. Je vais peut-être partager mon écran parce que donc. Je vais te donner la main sur le partage. Mais j'ai l'impression que j'y arrive, donc je crois que c'est bon. Vous devez Ah bon, d'accord. pouvoir. Ok. C'est bon, il me semble, ouais. Oui, Est-ce c'est que vous bon. voyez? Oui, Ouais. oui. Parfait. Donc, comme le disait Olga Bournikova, donc je viens tout juste d'être diplômée hier de mon Master 2 à Sciences Po Bordeaux, de ce parcours en affaires internationales et espace post-soviétique. Et donc, de janvier à juillet 2023, j'ai effectué un stage de recherche dans le cadre de mon stage de fin d'études que j'ai réalisé au RISE, qui est le centre culturel de la ville de Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, donc dans le Rhône. Sous la direction de Ronan Hervouet, professeur des universités en sociologie à Bordeaux, j'ai donc travaillé sur les femmes ukrainiennes exilées dans la métropole lyonnaise depuis le 24 février 2022 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Pour revenir donc un peu sur les faits, donc le 24 février 2022, au matin, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, annonce le lancement d'une opération spéciale en Ukraine. Et quelques instants plus tard, des frappes aériennes touchent l'ensemble du pays et les chars russes pénètrent sur le territoire ukrainien. C'est en fait le début d'une véritable guerre en Europe qui va entraîner un exode massif dès les premiers jours, à la fois avec des déplacements internes à l'intérieur de l'Ukraine et des passages de frontières. Celles et ceux qui quittent l'Ukraine sont à plus de 80% des femmes et des enfants, puisque la loi martiale a été déclarée le 24 février et interdit aux hommes entre 18 et 60 ans de quitter le pays, sauf quelques exceptions, notamment l'inaptitude médicale et le fait d'être père célibataire ou de famille nombreuse. Sur le ton de mon enquête, donc de janvier à juillet 2023, entre 8 et 6 millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes étaient exilés en Europe, majoritairement en Pologne et en Allemagne, et seuls 119 000 exilés s'étaient installés en France. Pour apporter une aide rapide et efficace à ces exilés, l'Union européenne décide d'activer le 4 mars 2022 la directive relative à la protection temporaire qui ouvre un ensemble de droits, dont le droit au séjour, le droit à l'hébergement ainsi que l'accès au marché du travail immédiat. Dans la métropole lyonnaise, donc le Grand Lyon, terrain de mon enquête, des dispositifs d'accueil et de solidarité ont été assez rapidement mis en place également, avec des positions politiques rapides du maire de Lyon et de Villeurbanne. Et Lyon a rapidement été désigné par les services de l'État comme un hub régional et a joué un rôle de transit important pour toutes les personnes déplacées d'Ukraine qui sont passées par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Excuse-moi, En- Joséphine, il y a une demande là. Est-ce que tu peux parler plus près du micro, s'il te plaît? Oui, bien sûr, pardon. Merci. Est-ce que ça va mieux comme ça? C'est parfait. Super. Il y a donc un centre d'hébergement d'urgence et un centre de transit qui ont été mis en place à Lyon et plus de 7 500 personnes auraient été accueillies en gare, dont 3 200 auraient été orientées vers de l'hébergement d'urgence dans la métropole.
En février 2023, d'après la mairie de Lyon, 2 460 Ukrainiens et Ukrainiennes avaient obtenu une autorisation provisoire de séjour, donc un titre de séjour, dans le Rhône au titre de la protection temporaire. Et donc, malgré cette mobilisation, humanitaire, citoyenne, politique et scientifique, assez importante, au moment où émerge mon projet de recherche à l'automne et l'hiver 2022, on avait encore un petit peu du mal à comprendre ce qui se jouait vraiment pour les exilés installés en France, au-delà d'un constat, un peu chiffré, impersonnel ou de quelques portraits concis qu'on avait pu lire dans la presse. Les politiques publiques commençaient à être assez bien documentées, questionnées, analysées, mais les conséquences pour les bénéficiaires un peu moins. Et donc au début de ma recherche, je me suis demandé: «Mais qui sont-elles, ces femmes majoritairement qui se sont installées à Lyon, en France? Comment se sont-elles installées là? Pourquoi? Pourquoi elles y sont restées?» puisque moi je les ai rencontrées 1 an après le début de la guerre. Quelles étaient leurs perspectives pour l'avenir? Et à quelles difficultés, faisaient-elles face et avaient-elles fait face? C'était donc, un petit peu, mon objectif, avec ce projet de recherche, de faire une sorte de premier état des lieux au niveau individuel et par l'approche biographique, des parcours des exilées ukrainiennes, installées dans une grande métropole française, en partant des semaines qui ont précédé le déclenchement de la guerre jusqu'au printemps 2023, puisque je les ai rencontrées entre mars et juin 2023, pour, les entretiens, 1 an après donc le début de la guerre et leur arrivée en France. Le but était de mettre à jour, la complexité des parcours migratoires, des réseaux qu'elles avaient pu mobiliser et des identités en exil, ainsi que leur reconfiguration. Et donc comme vous avez pu, l'entendre, j'ai décidé de n'étudier, que les femmes ukrainiennes, hem, étant donné qu'elles représentent, heu 87 en fait de toute la population exilée d'Ukraine avec, leurs enfants et que des dynamiques, spécifiques, s'imposent plus fortement à elles, notamment la gestion des enfants, la gestion d'une vie de famille à distance, ainsi que, des risques plus élevés, de violences sexistes et sexuelles. Et également parce que la situation des hommes, qui avaient pu fuir l'Ukraine me semblait assez spécifique. Ils faisaient ou partie des rares exemptés de la mobilisation ou, avaient fui, le pays illégalement. Ce qui, pour une enquête de 6 mois, aurait été un petit peu difficile, j'avais peur que la comparaison soit un petit peu difficile pour des cas, très spécifiques. V voilà, et donc pour finir, le but était aussi de faire dialoguer, différents domaines, souvent étudiés séparément, à la fois, donc les parcours biographiques, la question des circulations migratoires, la vie quotidienne dans le pays d'installation avec tout ce qu'elle a de plus, pragmatique et matériel, le lien au pays d'origine, les identités politiques et linguistiques, ainsi que la politisation en exil et le rapport aux institutions et aux politiques publiques. Mon terrain à Lyon m'a donc permis, de rassembler un corpus se composant majoritairement d'entretiens semi-directifs, qualitatifs avec 14 femmes ukrainiennes que je présente donc dans ce tableau où, pour des raisons de confidentialité, pour le webinaire d'aujourd'hui, je ne fais pas apparaître les origines, géographiques, mais elles sont originaires, de l'ensemble de l'Ukraine, même si, 5 sur 14 vivaient à Kiev, le 24 février, 2022. On peut donc voir qu'elles sont majoritairement diplômées, souvent d'un master, hem et qu'elles sont parties, ou seules ou avec, majoritairement leurs enfants et ou leur mère, et la majorité avait comme première langue, on va dire celle, qui leur a été parlée pendant leur enfance, le russe. 2 de ces enquêtées ont été rencontrées, avec Anouk Flamand, avec laquelle j'ai travaillé à Lyon dans le cadre du projet Coriref, qui est, co-organisateur, de ce webinaire. 9 de ces 14 entretiens ont eu lieu, en russe, 1 en anglais et 4 en français. J'ai également, fait des observations participantes et des participations observantes, principalement lors des événements organisés par les associations diasporiques de la métropole, manifestations, commémorations, des soirées caritatives, ainsi que des événements religieux. J'ai eu aussi beaucoup de discussions informelles, à la fois avec les personnes rencontrées, les enquêtés, les membres des associations ukrainiennes à Lyon et différents acteurs impliqués à différents niveaux, dans l'accueil de l'exil ukrainien.
Et pour finir, une courte ethnographie numérique, notamment sur des groupes Facebook et Telegram, intitulés Ukrainiens à Lyon et Ukrainiens en France, souvent avec un groupe russophone, un groupe ukrainophone, qui comptait le plus de membres. Ça m'a permis d'avoir un peu une idée générale de quelles informations étaient partagées, des difficultés, et cetera. Pour finir sur cette question méthodologique, et pour revenir peut-être sur les limites et les difficultés de cette enquête, la limite principale, elle est sur la montée en généralité qui, avait été anticipée, notamment avec Ronan Hervouet, lors de quand on a monté ce projet. La montée en généralité, elle est assez difficile, pour 3, du fait de 3 éléments. À la fois du terrain, on est donc, sur, 15 personnes à Lyon, en France. C'est très, difficilement généralisable pour l'ensemble des exilés ukrainiennes, en Europe, étant donné que les dynamiques en France, du fait du nombre, sont assez différentes. De biais de recrutement, certainement, puisque les femmes que j'ai rencontrées sont dans des situations relativement stables. Celles qui étaient beaucoup plus précaires, je pense notamment à celles qui vivaient dans le centre d'hébergement d'urgence, depuis des mois, elles n'ont pas répondu à mes sollicitations et étaient, d'après l'administrateur du centre, dans des situations, beaucoup plus précaires avec des parcours, migratoires beaucoup plus erratiques. Et du fait, bien sûr, donc des contraintes de l'enquête, comme je l'ai dit, sur 6 mois, qui a obligé à faire des choix, méthodologiques, assez précis. Et ma difficulté majeure, sur ce terrain a été, en même temps mon avantage majeur, c'était, ma maîtrise, du russe, qui, comme je l'avais anticipé, donc à la fois m'a permis de rencontrer 9 des femmes, sur 14 que j'ai rencontrées, puisqu'elles ne parlaient que russe et ukrainien et que je maîtrise pas assez encore l'ukrainien, pour, mener des entretiens dans cette langue. Et en même temps, cette maîtrise du russe, a fait qu'au début, mon terrain est resté assez fermé parce qu'il y avait une grande, suspicion, quant au pourquoi de ma maîtrise du russe. Il m'a vraiment fallu faire preuve, de ma solidarité avec l'Ukraine. On m'a très souvent demandé, si j'avais des origines russes, comment ça se faisait que je parlais russe et quand j'ai expliqué que je l'avais appris à l'université, ça a souvent, mis en confiance, les personnes, que j'ai pu rencontrer. Voilà pour cette partie méthodologie. Je vais du coup, passer à mes principales, conclusions, sachant que je me suis demandé, globalement comment donc ces femmes avaient pris la décision de fuir leur pays, poussées par la guerre à grande échelle menée par la Russie en Ukraine, pour s'exiler en France et y vivre et qu'est-ce que cela provoque au niveau individuel et intime, mais aussi collectif et politique pour elles et pour les communautés auxquelles elles se sentent appartenir, à la fois en France et en Ukraine. Je vais donc, axer mon propos autour de 3 axes qui sont les grandes parties de mon mémoire. Faire face au déclenchement de la guerre en parlant de comment, se construit la décision de fuir et ensuite les différentes étapes de la route migratoire. Ensuite, la vie en exil et les stratégies, d'adaptation à la fois individuelles et collectives. Et pour finir, la question de l'exil intime avec des vies qui sont partagées entre Lyon et l'Ukraine, cette sorte de double présence avec la question des recompositions identitaires et la question omniprésente du retour. Donc voilà, je vais donc commencer sur ce début, de la guerre et en fait même les semaines qui viennent avant, puisqu'elles m'ont toutes parlé de l'ambiance, de l'hiver 2021-2022 avec des discours, omniprésents sur la possibilité, d'émergence de la guerre et donc pour moi cette période-là marque vraiment une séquence bifurcative qui prend, pied, dans l'hiver 2021-2022 et qui se conclut par, le départ en exil. Et en fait, ce basculement biographique, qu'est l'exil, elles tentent, toutes d'y résister et la décision de fuir, elle émerge vraiment comme la solution ultime, de protection, après en avoir, utilisé, beaucoup d'autres. Et elle émerge, quand 2 éléments sont réunis, à la fois quand la situation est considérée comme critique, hem, soit donc par anticipation du danger ou par confrontation réelle avec celui-ci. C'est notamment le cas, la confrontation réelle pour celles qui vivent à l'est, et notamment, par exemple, une enquêtée qui vit à Kharkiv, sur les premières semaines de bombardements intensifs et qui craint un moment de mourir de faim puisqu'elle peut plus, sortir, pour s'approvisionner en nourriture et qui, à ce moment-là, décide de fuir.
Donc à la fois quand cette situation est considérée comme critique et aussi qu'une solution ou d'hébergement ou de transport pour fuir l'Ukraine existe ou émerge. Et souvent, ces solutions, elles émergent grâce aux proches, puisque cette décision de fuir, elle est vraiment, liée à une dynamique familiale, comme ça a pu être montré, dans d'autres travaux. Hem et ça elles font parfois même l'objet de négociations qui peuvent être conflictuelles, notamment pour, essayer de convaincre certains membres, de partir, et de fuir l'Ukraine. Ces décisions, elles se prennent donc, en famille et en famille élargie, en groupe de proches, pas seulement, dans la famille nucléaire. C'est le cas, par exemple, d'une enquêtée qui va prendre la décision de fuir avec sa mère, alors que son mari pourrait aussi quitter l'Ukraine et en fait, elle décide avec sa mère plus qu'avec, son mari. En effet, ce que j'ai pu aussi observer et que je m'attendais pas vraiment à voir, c'est qu'il y a vraiment une organisation, sociale genrée assez forte de l'exil. C'est-à-dire que l'exil, il est contraint, par la mobilisation générale, bien sûr, mais que j'ai pu avoir beaucoup de discours d'hommes qui auraient pu fuir, notamment, les hommes de plus de 60 ans, et qui l'ont pas fait. Et en fait, je pense qu'il y a un enjeu de construction et de consolidation, de la masculinité et de la féminité dans cette guerre en Ukraine, les contextes de guerre étant, particulièrement favorables au renforcement des hiérarchies de genre et ici en Ukraine, la masculinité se redéfinit donc dans le fait de rester, de ne pas fuir le pays, là où la féminité va plus se redéfinir dans le fait de partir, notamment pour les mères dont on attend, qu'elles remplissent leur devoir de protection vis-à-vis de leurs enfants. Donc ça, c'est tout un petit peu, voilà, les décisions et comment, cette décision, de fuir, se passe. Ensuite, une fois qu'elles sont lancées sur la route, j'allais dire, il y a d'autres, décisions, qui doivent être prises et qui vont beaucoup dépendre des réseaux relationnels. Hem, C'est-à-dire qu'ils vont définir, l'ensemble des étapes de la route jusqu'au choix du pays d'installation. Ces réseaux donc ils sont ou personnels ou diasporiques aussi, notamment grâce aux réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'enquêtés qui, en arrivant par exemple à Varsovie, cherchaient le groupe des Ukrainiens à Varsovie pour essayer de trouver un logement et ainsi de suite tout au long de la route. Pour celles qui ont moins de réseaux relationnels, c'est l'aide humanitaire qui, dès le passage de la frontière est massif, qui va prendre le relais, et qui est assez déterminante pour donc, celles qui n'ont pas de ressources financières ou relationnelles et qui ont, peu de savoir circuler, c'est-à-dire notamment celles qui n'avaient jamais quitté l'Ukraine avant le début de la guerre. De ce fait-là donc, la France, elle est soit un projet initial, c'est-à-dire qu'elle quitte l'Ukraine directement pour la France, notamment pour celles qui vont être hébergées chez des proches, qui ont migré en France, il y a plusieurs années et pour d'autres, l'opportunité de la France, elle va émerger au cours de la route avec, la construction ou la réactivation d'un réseau qui va orienter la décision du pays d'installation. C'est par exemple le cas de 2 enquêtées, la mère et la fille, Olga et Natalia, qui, sont mises en lien en Grèce où elles séjournent après avoir séjourné en Allemagne et en Pologne. Elles sont mises en lien avec une association protestante à Lyon qui leur propose de les aider et c'est à partir de ce moment-là donc, qu'elles décident d'aller en France, alors qu'elles n'y connaissaient personne, jusque-là. Celles, donc qui ont plus de ressources, elles vont vraiment les mobiliser pour construire une route migratoire la plus sûre possible et pour ne pas dépendre de l'aide humanitaire et celles qui avaient, par exemple, l'habitude de voyager en Europe, quand elles le peuvent, reprennent les mêmes routes, que celles qu'elles prenaient, hors temps de guerre. Elles arrivent donc majoritairement en France parce qu'elles y connaissent quelqu'un, mais il y a aussi une sorte de calcul comparatif rationnel, notamment pour celles qui sont parties plus tard, qui ont eu écho, par exemple, qu'en Pologne, hem, le marché de l'hébergement et le marché, du travail étaient saturés et qui, du coup, se disent que c'est peut-être plus stratégique de partir en France où il y a moins d'exilés, et où elles trouveront peut-être plus facilement un logement et un travail. En tout cas, pour toutes, le départ, il est pensé comme temporaire. Elles partent vraiment avec le strict minimum en laissant leurs clés chez leurs voisins, puisqu'elles pensent revenir, dans quelques semaines, car elles sont dans l'idée d'un scénario comme en 2014 où le front, serait rapidement figé avec, des combats qui continuent mais à faible intensité.
J'en profite également pour dire que je vais vraiment pas arriver à parler de tout, donc n'hésitez pas à poser des questions pour que je développe parce que j'ai dû vraiment, réduire, beaucoup mon propos. Elles arrivent, donc en France où, avec la confrontation, avec, les démarches administratives, ça bat vraiment sur elles cette catégorisation, d'immigrés et de personnes, qui vivent, en exil, vraiment. Ce dispositif donc, il va vraiment être source de violence pour les enquêtées et il les place dans une sorte de soumission où elles deviennent, receveuses de l'aide, notamment, pour, l'hébergement puisque 3 types d'hébergements ont été ouverts pour les exilés ukrainiens. L'hébergement individuel, l'hébergement collectif en centre d'hébergement et l'hébergement citoyen en famille d'accueil. Et malgré tout, les difficultés d'accès, au marché locatif, elles sont extrêmement fortes, et elles sont renforcées dans le Grand Lyon puisque la situation antérieure était déjà, assez difficile. Et cette difficulté d'accès au marché locatif, au bout d'un an, d'installation, elle limite vraiment, l'autonomie et c'est ce qui en premier les met dans cette position, de receveuse d'aide. Cet accès au marché locatif difficile, il est lié au déclassement social, systémique que vivent les personnes immigrées, pour lesquelles les Ukrainiennes ne font pas exception et qui est particulièrement renforcé pour les femmes. En effet, dans ce cadre de l'exil ukrainien, l'accès au marché du travail, il a été pensé pour l'employabilité immédiate dans des secteurs, comme le nettoyage et aussi à l'été 2022, la restauration et l'hôtellerie. Et donc ces dispositifs, ils ont poussé à une assignation aux métiers dits féminins pour ces femmes ukrainiennes. Ce sont des métiers qui sont sous-valorisés et peu valorisés et sous-payés et de ce cadre-là aussi, leur accès aux cours de français était souvent par le dispositif Pôle emploi, qui était assez limité, qui allait que jusqu'au niveau B1 et qui était vraiment un français technique, pensé pour, l'accès au marché du travail. Toutes ces difficultés donc du dispositif, elles, ont poussé les femmes rencontrées à essayer de compenser ça, à la fois avec leurs propres ressources, financières, personnelles, par exemple en prenant des cours de français particuliers payants pour compenser les limites du dispositif de langue, en changeant de famille d'accueil pour essayer de résister, à la violence du système d'hébergement, en faisant des choix rationnels d'emploi, par exemple en continuant à travailler en ligne, des choses comme ça. Et également, elles peuvent se reposer, en grande partie, sur les réseaux, donc les réseaux associatifs et personnels, religieux hors diaspora et ces mêmes réseaux associatifs et religieux diasporiques. Ils ont, notamment les réseaux diasporiques ont été les premiers à mettre en place des dispositifs avant même, que ceux de l'État ne soient, en place, et en fait, c'est des dispositifs qui ont perduré dans le temps, à la surprise, même des responsables diasporiques, puisqu'ils se sont rendus compte, qu'il fallait compenser les limites du dispositif. Notamment les cours de français qui, au début, étaient, pour les personnes âgées et les adolescents qui ne pouvaient pas rentrer dans le dispositif étatique, ainsi que des permanences juridiques pour le renouvellement de l'APS, les impôts et cetera, qui en fait continuent, jusqu'à aujourd'hui. Et le rôle aussi qui est important de ces associations, c'est que dans ces associations, les exilés ne sont pas seulement receveuses de l'aide, mais aussi créatrices de celle-ci, oui, de celle-ci. Celles qui sont francophones, par exemple, elles ont pu faire de l'interprétariat, bénévole pour aider celles qui ne parlaient pas français. Il y en a qui mettent à profit leurs compétences professionnelles pour, ouvrir des cours, dans les associations. Donc ça aide à lutter contre cette violence, de l'assignation, administrative. Dernier point, j'ai pu voir, vraiment le cumul des discriminations sur le terrain et moi, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est les mères de jeunes enfants qui ne parlaient pas français et encore plus celles qui sont éloignées de Lyon, qui vivent dans des communes éloignées de la métropole, puisque, les associations, sont principalement basées à Lyon, donc elles ne peuvent pas profiter des dispositifs, diasporiques, c'est ces femmes-là qui sont le plus violentées et pour lequel, l'exil est le plus difficile. Puisque, en effet, les réseaux alors ils aident matériellement, mais ils aident aussi à un niveau, intime, hem,
puisque l'exil, il touche dans ce que les personnes ont le plus intime et dans des questions identitaires assez importantes sur lesquelles les associations ont pu vraiment les aider. L'exil les touche donc à 2 niveaux au point de vue identitaire. Hem, le premier, c'est donc qu'elles vivent, comme je le disais, cette catégorisation d'immigrés qui est stigmatisante, hein, qui est dévalorisée et dévalorisante et à laquelle elles tentent vraiment de résister, parfois en rejetant le stigmate sur les autres populations immigrées non blanches, en essayant de devenir les bonnes immigrées, contrairement, aux autres. Et en plus, c'est d'autant plus difficile, cette catégorisation-là pour elles, qu'elles vivent un moment de recomposition identitaire très fort, lié à la guerre, où elles vont, glorifier et mettre vraiment en avant leur ukrainité. Ça passe par l'usage notamment, quotidien, voire exclusif de l'ukrainien et le port de signes nationaux distinctifs, donc le trident par exemple et des vêtements, des accessoires aux couleurs du drapeau ukrainien. Les personnes ont également procédé à une sorte de rétro-analyse de l'histoire ukrainienne, de l'histoire des relations russo-ukrainiennes et de leurs propres pratiques, perceptions, opinions, politiques, linguistiques et culturelles. Certaines ont par exemple arrêté de parler russe ou de consommer des contenus russophones et ou russes et c'est un phénomène qui est en germe, depuis 2014 pour beaucoup dans ce qu'elles expliquent et qui vraiment s'ancre avec 2022 avec l'invasion, à grande échelle qui marque vraiment un basculement. Et pour moi, ces recompositions identitaires qui sont liées à la guerre, elles sont renforcées, par l'exil puisqu'il y a un enjeu de distinction en exil. Il s'agit de pouvoir se reconnaître entre Ukrainiens et Ukrainiennes à l'étranger, notamment donc, en parlant ukrainien, puisque si tout le monde parlait russe, comment se distinguer des autres populations russophones? Et aussi pour montrer aux autres nations, aux autres nationalités, sa spécificité d'avec la Russie, dans un contexte de guerre où on essaye, de mobiliser l'opinion française pour le soutien à l'Ukraine. Tout ça se couple donc avec un sentiment, anti-Russie parmi les enquêtés qui est très fort, voire parfois, même avec un sentiment anti-russe, qui m'a semblé le plus fort chez les jeunes et chez celles qui ont eu des expériences très traumatiques de la guerre avant l'exil. Il y a bien sûr, beaucoup d'enquêtés qui ont des liens familiaux avec la Russie, et qui ont alors soit coupé les ponts, soit qui se trouvent dans un dilemme identitaire, dont elles ont du mal à sortir et on peut voir vraiment quand on discute avec elles, comment les relations familiales, notamment transnationales, sont impactées par cette guerre, où le politique et l'intime, sont, étroitement liés. Ensuite, sur cette question de l'exil intime, elles ont ces vies partagées entre Lyon et l'Ukraine, puisqu'elles expérimentent, la double présence. Si elles sont physiquement absentes, d'Ukraine, elles y sont, présentes, émotionnellement, relationnellement et informationnellement, grâce notamment aux outils, de communication et d'information et elles vivent donc une présence connectée, qui parfois, en fait, va souligner, de façon plus accrue la distance physique et symbolique entre elles qui sont en exil et celles et ceux qui vivent, depuis 1 an, en Ukraine. Elles expliquent par exemple que si, la fréquence de communication avec les proches, elle reste relativement, celle qui était avant, on ne parle pas plus à ses parents qu'on ne leur parlait avant la guerre, sauf quand il y a vraiment, une attaque, sur la ville où ils vivent. Mais elles expliquent surtout que les relations maintenant sont pleines de non-dits, puisqu'elles n'arrivent pas à parler des difficultés de l'exil avec ceux qui vivent sous les bombardements depuis 1 an et demi et qui, n'arrivent pas à entendre, que la vie en exil peut être difficile, puisqu'ils le voient plutôt comme, la chance, pour celles qui ont pu partir. Donc les relations, peuvent être en fait, plus source, de souffrance, qu'autre chose. Et enfin, elles ont cette présence, de l'Ukraine à Lyon par, la présence des associations diasporiques, dans lesquelles, elles se mobilisent, pour, des activités auxquelles elles participent ou même qu'elles organisent et qui ont, plusieurs objectifs, qui sont, difficilement dissociables. Premièrement, ces événements sont
tous, on va dire, caritatifs, ont pour but de soutenir l'effort de guerre. Que ça soit financièrement ou symboliquement, le but est de soutenir l'Ukraine en guerre. Il permet aussi de sensibiliser le public français et de se retrouver dans un cadre, familier, de retrouver, des pratiques linguistiques, culturelles, religieuses, culinaires en exil, ce qui est très important pour la diaspora et pour certaines dans ce contexte ukrainien, de les découvrir puisque beaucoup, notamment à l'est de l'Ukraine, connaissaient pas forcément ces traditions. Et c'est d'autant plus, important puisque c'est vu dans un contexte qui est perçu comme génocidaire, de leurs propres mots et donc il y a vraiment cette volonté de se battre pour le patrimoine ukrainien. Il y a en effet, une politisation très forte qui se passe en exil et qui est amenée par les nouvelles exilées, avec un discours politique, radical, hem, qui est porté, dans l'ensemble des événements organisés, qu'ils soient, caritatifs, politiques explicitement, ou autres. Et de ce fait-là, le contrôle par les pairs est extrêmement fort sur les opinions politiques par rapport à la guerre en Ukraine, sur la langue qui est parlée. Il est par exemple demandé sur beaucoup de groupes des réseaux sociaux de ne s'exprimer qu'en ukrainien et de cocher une case, explicitant qu'on dénonce fermement, l'agression russe en Ukraine et qu'on soutient, sans réserve, l'Ukraine agressée. Et dernier point, pour lesquels elle se mobilise, c'est aussi, qu'elle tente de gérer un sentiment propre de culpabilité. Beaucoup parlent de la culpabilité d'avoir fui, d'avoir opté pour l'exil, dans un moment où, il leur semble, l'Ukraine avait, le plus besoin d'aide et donc elles ont beaucoup, de discours où elles se présentent comme les combattantes du 3e front, où, elles peuvent plus aider l'Ukraine, notamment financièrement, depuis la France où elles ont une situation plus stable que celle qu'elles pourraient avoir en Ukraine. Et pour finir, la question des vies partagées et de l'exil pose forcément la question du retour et en fait des retours, puisque dans ce contexte où, les Ukrainiens et les Ukrainiennes peuvent retourner en Ukraine, du fait de la protection temporaire et de l'absence, de nécessité de visa, beaucoup d'enquêtés ont, réalisé des retours, temporaires, on va dire, en Ukraine, des migrations pendulaires pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant de revenir à Lyon. Le font celles qui le peuvent financièrement parce que c'est quand même un coût et celles qui le veulent, notamment celles qui ont encore, des proches en Ukraine et ici, comme pour la, présence connectée, les expériences sont un petit peu ambiguës puisque, le fait d'y retourner, montre vraiment, un pays qui a extrêmement changé en 1 an et demi. Toutes le racontent. Des gens qui sont fatigués de l'expérience de la guerre et encore une fois des expériences, entre les Ukrainiennes en exil et celles en Ukraine qui sont très différentes et qui créent un peu un fossé. Mais tout de même, ça permet de calmer la nostalgie d'un pays, qu'on a quitté précipitamment avec, seul un sac à dos et tout en prenant conscience, des avantages et en les conservant, qu'elles ont acquis en France. Donc pour beaucoup de celles qui ont pu retourner en Ukraine, elles expriment moins fortement l'envie de retourner définitivement en Ukraine, puisque cette question est bien sûr, centrale et alors elles en parlent pour beaucoup, elles ont vécu des mois, de ce que le Haut Commissariat aux réfugiés a appelé des vies en suspens, où elles attendaient jour après jour de rentrer, le plus vite possible en Ukraine. Aujourd'hui, moi, j'en ai plus rencontré qui étaient dans cette dynamique-là. Elles repoussent toutes, le retour au moins à la victoire, militaire, à la fin de la guerre et pour certaines même après puisqu'elles ont conscience que la situation économique en Ukraine, va être extrêmement difficile pendant des années, après la fin de la guerre. Mais tout de même, elles, nourrissent sans cesse cette idée avec parfois, des projections de retour, de on rentrera à la fin de l'année scolaire pour les enfants et puis on se rend compte que, bah, il y a une, vague massif, de bombardements, donc on ne rentre pas ou alors on est soi-même en train de prendre les cours de français, donc on ne peut pas partir à ce moment-là et en fait, les projets sont abandonnés, repoussés et le retour devient presque un mythe, qu'elles ne peuvent pas arrêter de nourrir parce que sinon ça voudrait dire qu'elles abandonnent tout espoir de rentrer en Ukraine, ce qu'elles ne veulent pas faire.
mais en sachant que le retour sera très certainement pas, avant des années. Et pour d'autres minoritaires, mais quand même qui existent, le retour n'est pas voulu. J'ai une enquêtée qui a demandé l'asile politique, par exemple, et 2 autres qui y pensent, et ça dépend très souvent de ce même calcul comparatif rationnel entre qu'est-ce qu'elles ont en Ukraine et qu'est-ce qu'elles ont en France, avec une situation où la stabilité est en France et où parfois certaines n'ont plus de proches, plus de travail, plus d'appartement en Ukraine et où donc retourner en Ukraine serait reprendre un petit peu, une vie, à zéro. Voilà pour ça, donc en guise de conclusion, ces femmes-là, elles partent de leur pays, poussées sur la route par la Russie et elles ont conscience à ce moment-là que leur vie bascule, mais elles deviennent réellement des exilées qu'en arrivant en France et elles en prennent conscience avec la nécessité des démarches administratives et de toute une vie qui, en fait, dépend des politiques migratoires de l'État français. Pour y faire face, au-delà de leurs propres sources, elles s'appuient surtout sur des réseaux associatifs et personnels et elles opposent, une résistance forte à cette nouvelle assignation identitaire dans un contexte de recomposition de leurs identités sociales, politiques et linguistiques renforcées par l'exil. Si le retour est, repoussé, même s'il est majoritairement désiré, certaines, quand elles le veulent et le peuvent, vont rendre visite à leurs proches en Ukraine, mais découvrent alors l'étendue du fossé qui s'est créé entre celles qui ont fui et celles et ceux, qui vivent, sous, les bombes depuis 1 an et demi. La question, se pose aujourd'hui donc, de l'avenir des Ukrainiennes exilées, dans le Grand Lyon et plus globalement en France et en Europe, qui sont plutôt décidées à ne pas rentrer en Ukraine avant des années, mais dont les obstacles pour la reconstruction d'une vie, stable, autonome surtout et apaisée sont encore nombreux. Elles le disent, c'est la fin de l'attente du retour imminent qui a ouvert la période de l'installation, voire peut-être même de l'intégration et c'est donc, une nouvelle page qui s'ouvre, et des nouveaux questionnements, que la recherche, pourra, peut-être, explorer. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous mets la bibliographie, si vous voulez, indicative juste des ouvrages que j'ai cités, lors de cette présentation. Merci beaucoup, Joséphine, pour cette présentation passionnante. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup de questions, mais évidemment, je laisse d'abord la parole aux participants et participantes de ce séminaire, de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit en allumant le micro, soit en écrivant dans le chat, comme vous voulez. Thomas, donc je vois déjà une main levée, donc Thomas, tu es le premier. Oui, effectivement, j'ai aussi beaucoup de questions, mais je vais m'en tenir à peut-être une. Non, deux. La première, c'est, tu parlais de l'implication dans les associations, l'importance des associations diasporiques et du contrôle social qui en déroulait. Est-ce que ça concerne vraiment l'immense majorité de tes interviewés, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui essayent de se retirer ou de se mettre plus en retrait par rapport à ce tissu associatif-là? Et d'une façon générale, finalement, euh, est-ce que il y a quand même, tu nous as présenté finalement un profil assez général, mais est-ce qu'il y a des sous-catégories dans tes échantillons? Est-ce qu'il y a des lignes de fracture, des profils qui se dégagent parmi les enquêtés? Voilà. Pour cette question, donc des associations, en fait, je pense qu'elles étaient toutes plus ou moins liées, après ça va de tous les niveaux, hein. On en a une qui a créé j'ai une des personnes que j'ai rencontrées qui a créé une association, d'exilés, à Lyon, donc elle qui est très, très engagée et d'autres où ça peut aussi être, seulement aller à l'église. Mais en fait, comme l'église, il y a à Villeurbanne, j'en ai pas parlé, mais il y a une paroisse gréco-catholique ukrainienne qui est un point central dans toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, même pas seulement dans la métropole lyonnaise, et où en fait, c'est quand même un engagement. Ils font des repas caritatifs où les fonds sont reversés à l'Ukraine, ils sont un des points de don. Donc elles sont toutes plus ou moins intégrées, mais je pense que c'est aussi un biais de recrutement, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès
je suis notamment passée par les associations pour rencontrer des femmes et qui m'ont donné des contacts d'autres femmes. Donc il y en a, c'est sûr, qui ne sont pas dans les associations, mais comme c'est plus dur de les rencontrer, ben, j'en ai moins rencontré. Mais il y en a bien sûr qui s'en sortent, notamment parce que elles ont d'autres réseaux ou religieux ou personnels qui sont assez forts et où donc elles ne ressentent pas le besoin de se reposer sur la diaspora. Et pour la question des sous-catégories et des profils, moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose lié, donc ce que je disais un petit peu à l'âge, où notamment le discours politique anti-Russie, anti-russe était extrêmement fort, avec pourtant des enquêtés qui étaient majoritairement russophones, mais qui avaient un discours politique très fort et qui, par exemple, l'association qu'elles ont créée, ces jeunes femmes, soutient l'armée ukrainienne. Là où le reste des associations ukrainiennes à Lyon, qui sont plutôt d'ailleurs franco-ukrainiennes, soutiennent les civils et pas l'armée, par exemple. Donc il y a vraiment un petit peu de ce côté-là. Et ensuite, comme je le disais, les profils des mères de jeunes enfants sont vraiment le profil qui vivent le plus de violence, pour lequel l'exil est très difficile. Elles ont du mal à trouver des ressources qui puissent les aider. Et ça, c'est assez difficile. Et ensuite, s'il faut faire un peu, je l'avais pas vraiment fait comme ça, mais on a pas mal donc de dames d'une soixantaine d'années qui sont venues avec leurs filles quarantenaires. Et c'est des femmes qui sont pareil assez isolées parce qu'elles n'ont pas accès à l'emploi, elles n'ont donc pas accès à tous les dispositifs, notamment en cours de français. Elles sont à des âges où c'est plus difficile de reconstruire une vie. Donc, c'est des femmes qui vraiment vivent dans le cadre familial, à l'église quand elles sont religieuses, mais qui sont également plus isolées socialement. Je ne sais pas si c'était le sens de ta question. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, il y a d'autres questions. Question de Claire. Oui, bonjour, merci pour la présentation très intéressante. J'avais une question concernant les situations d'hébergement, de logement des femmes, puisque vous avez évoqué le fait qu'il y avait 3 sortes de logements, peut-être qu'elles sont passées par différents types. Parce que je me demandais, alors vous avez mentionné celles qui sont loin, pour qui c'est particulièrement difficile, loin du centre de Lyon, mais je voulais savoir un peu, est-ce que le type de logement, que ce soit chez des compatriotes, chez des Français, logement collectif, etc., avait vraiment, d'après vous, un impact important aussi sur voilà, leur positionnement en France, leur point de vue sur leur avenir, etc. Oui, tout à fait. Merci pour votre question. J'ai eu moins le temps de développer, mais en effet, l'impact est assez important. Pour celles qui ont été hébergées par des proches, j'en ai finalement pas tellement. Mais il y a eu, comment dire? Une sorte de 2 phases de l'exil parce qu'hébergées chez les proches, souvent quelques semaines, quelques mois, elles vivent dans un contexte qui est encore, très ukrainien. C'est-à-dire qu'elles parlent ukrainien ou russe, elles sont avec des gens qui parlent leur langue maternelle, mais qui connaissent très bien le système français puisqu'elles y vivent depuis 10 ou 15 ans. Donc elles sont souvent, aidées, par les proches qui les aident, et lorsqu'elles passent dans un logement où elles sont seules, il y a une sorte de deuxième étape de l'exil parce qu'elles sont confrontées au fait que, elles ne parlent pas le français, elles ne comprennent pas, elles ne connaissent pas le système, elles ne l'avaient pas fait. Ensuite, il y a celles qui ont été hébergées en famille d'accueil, on va dire, donc hébergement citoyen. C'est un petit peu à double tranchant parce que, comme je disais, c'est vraiment très dur pour l'autonomie. Il y en a beaucoup qui se retrouvent à 45 ans à vivre avec leurs enfants dans une toute petite pièce chez des gens dont elles dépendent pour les horaires. C'est assez compliqué. Mais quand ça se passe bien, elles peuvent vraiment se reposer sur leur réseau en France, notamment pour trouver un travail, pour scolariser leurs enfants. Et elles ont des gens qui, entre guillemets, les accompagnent un peu et vont leur faire profiter de leur réseau. Donc ça peut être positif et c'est quelque chose sur lequel elle s'appuie. Et ensuite,
Pour les autres, il y a eu pas mal, alors j'ai pas eu le temps d'en parler, ce qu'on appelle l'intermédiation locative. Donc c'est-à-dire qu'elles sont hébergées par exemple, à Lyon, c'est Habitat Humanisme, où pendant plusieurs mois, elles ne payent pas le loyer, puis elles payent le loyer progressivement. C'est fait pour aider à l'employabilité, en fait. Ça marche plutôt bien. Ça a aidé beaucoup à avoir un logement. Le problème, c'est que c'est tellement difficile d'avoir un emploi qu'en fait, il y en a beaucoup qui se retrouvent aujourd'hui à devoir payer presque un loyer plein, alors qu'elles n'ont pas pu signer de CDI ou encore moins de CDD. Donc ça a pas mal d'impact en effet. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'elles choisissent, elles mettent vraiment en place des stratégies résidentielles pour essayer de trouver quelque chose qui soit le plus adapté à elles dans les contraintes qu'elles ont. Puisque moi, par exemple, sur les 14 que j'ai rencontrés en juillet 2023, il y en avait une seule qui avait signé un CDI et c'était la seule qui louait un appartement. Toutes les autres étaient encore ou en famille d'accueil ou en intermédiation locative. Et ça pose vraiment la question de qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Karine? Oui, merci. Merci beaucoup, Joséphine, pour cet exposé et ce travail très, très riche. J'ai une remarque et deux questions. La première remarque est un peu aussi peut-être une question, c'est sur le déclassement social et l'assignation à des métiers très genrés et vus comme féminins. C'est une constante dans l'exil et on l'observe beaucoup dans la demande d'asile. Et ce déclassement, il est vertigineux. Moi, j'ai en tête l'exemple d'une femme qui était ministre dans son pays et qui, immédiatement après sa protection obtenue, c'est pas une Ukrainienne, hein, dans un autre contexte, elle a été donc reconnue réfugiée. Son assistante sociale lui trouve un métier de femme de ménage et cette femme qui a été ministre devient femme de ménage en France et donc c'est pas propre au dispositif sur l'Ukraine où on l'observe nous aussi. Il y a cette pression à l'emploi qui est en fait la voie de sortie du dispositif. Donc en fait cette pression sur le travail elle est très forte, mais finalement elle est constante dans l'asile, en fait. Et peut-être c'est un point justement à creuser pour comprendre est-ce qu'il y a une spécificité avec le dispositif de l'État sur l'Ukraine, sur cette pression-là. Oui, Mais sinon, j'avais pardon, des je me suis questions. mal exprimée, mais en effet, c'est ce que je voulais dire. C'est dans Mm, la continuité de ce qu'on observe mm, pour l'ensemble des personnes réfugiées, mm. exilées au sens large, en effet. Ok. J'ai une première question sur un point que j'ai pas entendu. Est-ce que tu as observé que cet exil émancipe les femmes d'une façon ou d'une autre et qu'est-ce que tu as pu apercevoir de la relation avec leur mari? Là aussi, nous, on reçoit certaines histoires euh, voilà, qui sont pour le moment qu'on peut pas, comme tu disais, il y a cette difficulté de la montée en généralité. Mais ça pose et ça recompose là aussi la relation dans le couple, dans la famille avec le mari. On a des histoires, par exemple, de maris qui sont venus chercher leurs femmes et leurs familles pour les ramener en Ukraine à un moment donné. Donc, est-ce que toi, tu as aperçu des choses sur ce plan-là? Et j'avais une autre question, mais c'est peut-être un peu la réponse que tu as faite à la question de Thomas. Est-ce que pour toi, ces femmes exilées ont un peu systématiquement ou généralement recherché le contact avec d'autres Ukrainiens, Ukrainiennes exilés ou pas? Nous, on observe aussi des mises à distance des compatriotes et pas forcément une recherche de lien. Et peut-être la situation économique et sociale joue beaucoup, et tout ce que tu as dit de la politisation est très important, je crois, à cet égard. Merci. Merci. Pour la question donc des relations conjugales, on va dire, c'est quelque chose où j'ai eu du mal à avoir accès. Je pense que c'est aussi un peu lié à mon âge, parce que notamment celle qui avait une quarantaine, une cinquantaine d'années, je sentais qu'elle voulait pas trop m'en parler de quelque chose que sûrement je pouvais pas comprendre. J'avais aussi pas tellement de femmes dont les maris sont restés en Ukraine, en fait. Heu, il y a Tetiana ici, dont son mari est en Ukraine et c'est tout. Le reste, elles sont ou divorcées,
où c'est pareil. Mais par exemple, pour revenir sur ta question d'émancipation, Anastasia, son mari, elle a divorcé d'avec son mari. Enfin, son mari est parti. Ils ont divorcé 2 semaines avant le début de la guerre. Elle s'est donc retrouvée mère célibataire 2 semaines avant la guerre, à devoir retourner vivre chez ses parents, et cetera. Donc pour elle, il y a quelque chose aussi dans le fait de l'exil, de toute façon, sa vie, elle devait repartir entre guillemets «un peu à zéro», puisque son mari a complètement, disparu, et donc l'exil faisait, alors ça rajoute bien sûr quelque chose, mais il y avait quelque chose de rattaquer quelque chose ailleurs, puisque de toute façon sa vie s'était un petit peu, effondrée déjà avant. Et pour la question, de Tetiana, c'est surtout pour elle que j'ai pu le percevoir. Alors après, c'est vraiment entre les lignes, mais Tetiana, au moment où la guerre, éclate, elle est dans une situation un petit peu conflictuelle conjugalement avec son mari, et alors que son mari pourrait partir puisqu'ils ont 3 enfants et qu'ils en attendent un 4e, il fait le choix de ne pas partir et elle part avec sa mère qui la soutient, dans cette crise conjugale, on va dire, qui prend un peu son parti. Et de ce que j'ai pu apercevoir, Tetiana, elle a très peu de liens avec son mari. Son mari est pas forcément, très, très pressé qu'il rentre. Alors en disant que, bah, c'est encore la guerre et cetera, hein, ce qui s'entend, mais il y a pas vraiment de pression au retour. Et donc j'ai l'impression en effet ça a été aussi l'opportunité pour elle, et c'est là où c'est important de pas opposer migration justement forcée et choisie. Ça a été aussi l'occasion pour elle de s'éloigner d'une situation conjugale, qui était, pas épanouissante, ou en tout cas au moment où elle part, elle décide de partir avec sa mère et pas avec son mari. Heu, Elle choisit son soutien, familial, pour le soin de ses enfants. Voilà, de ce côté-là. Après, c'est vraiment très fin et je voudrais pas, et encore une fois, j'ai pas pu avoir accès à tout. Et pour la question de la recherche de contact, j'ai eu 3 cas de figure, on va dire, de celles qui recherchent pas le contact. Celles qui ont des positions vis-à-vis de la Russie qui pourraient être considérées comme un petit peu tendancieuses par leurs collègues, dans la diaspora. Celles qui, par exemple, sont encore, anti-Maïdan, qui pensent que le Maïdan a été, instrumentalisé par les États-Unis et l'Union européenne. J'en ai rencontré quelques-unes. Celles-là, elles n'ont pas d'énormes contacts avec la diaspora parce qu'elles savent qu'elles portent des opinions politiques qui sont difficilement, audibles en ce moment dans la diaspora ukrainienne. Deuxièmement, celles qui sont un peu, qui disent qu'en fait la diaspora, les contacts avec les autres dans la diaspora, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de discours, très durs, victimaires sur les difficultés de l'exil, les difficultés de la guerre, et qu'en fait elles les vivent déjà, donc elles n'ont pas envie de passer des moments de sociabilité où tout le monde pleure et où on se raconte à quel point, notre vie c'est difficile. Elles refusent ça parce que ça serait encore plus dur, donc elles cherchent pas à y aller. Et troisièmement, celles, qui, dès l'arrivée, avaient vraiment envie de s'installer en France et qui, du coup, cherchent plus les contacts avec les Français pour essayer de s'intégrer, de pratiquer la langue, de commencer à se faire des connaissances françaises, et qui, du coup, repoussent un petit peu la facilité, comme elles le perçoivent, de rester, entre Ukrainiens et Ukrainiennes, parce qu'elles veulent pouvoir vraiment construire une vie ensemble en France, pardon, et avoir rapidement, quelque chose de stable et des connaissances en France. Voilà pour les 3 types un petit peu que j'ai vus. J'en ai une de chaque, on va dire, hem, qui vont peu dans la diaspora. Merci Joséphine. Je pense qu'il y avait une question de Dorota aussi. Bonjour et merci pour votre exposé intéressant. Parmi vos enquêtés, la plupart semblent appartenir au CSP+, en tout cas ce sont des personnes diplômées, j'ai l'impression. Est-ce que cela change quelque chose dans leur stratégie d'insertion, d'intégration et aussi de mobilisation dans le cadre de la diaspora par rapport à d'autres? Est-ce que si vous pouvez comparer, est-ce que vous remarquez ici des logiques différenciées? Et aussi, une question que je me pose, parce que je travaille sur des objets similaires, est-ce que l'expérience d'un séjour à l'étranger et la maîtrise de langue, notamment, quelle qu'elle soit, même l'anglais, change quelque chose dans justement la facilité relative, parce que c'est quand même difficile
à s'intégrer ou pas? Merci pour votre question. Donc moi, on va dire, 3 enquêtés qui sont passés SP+, donc Natalia et Olga, sa fille, qui étaient, alors elles sont comptables, hein, ça reste quand même, mais qui en tout cas avaient peut-être un peu moins de capital culturel, moins de capital financier définitivement, et Oksana qui est ouvrière, et dont le mari est ouvrier, et eux, ils n'ont pas du tout de contact avec la diaspora, mais ils sont aussi sourds-muets. Donc les contacts avec la diaspora sont aussi plus difficiles. Ils ont des contacts dans la communauté russophone sourde. De ce que j'ai pu voir, c'est assez difficile à dire. Ce qui m'a semblé vraiment déterminant, c'était vraiment le capital financier parce qu'il permet de compenser toutes les limites, du dispositif. On a des cours de français, qu'on peut payer. Après, il y a des choses, qu'elles peuvent pas compenser. L'accès au marché locatif, ça dépend vraiment du travail qu'elles faisaient, et j'allais dire presque celles qui sont le plus diplômées sont le plus handicapées. Tétiana qui est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, pour trouver un métier équivalent, c'est assez difficile. Donc c'est un petit peu à double tranchant, et concernant, l'intégration dans la diaspora, pour beaucoup, c'était un primo engagement. Hem Elle faisait pas partie, d'associations en Ukraine ou de mouvements politiques, au sens large. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment l'exil et la guerre qui fait ce basculement, même si bien sûr il y a sûrement, d'autres choses qui rentrent en compte. Mais j'ai eu un petit peu, de mal peut-être à saisir ça, à part, sur la question, financière et la question de la langue, où, il y en a, donc 3 qui parlaient français avant, du fait, voilà, de séjours à l'étranger, et où là l'avantage est, considérable, puisque, elles peuvent beaucoup plus à la fois se défendre face au système, comprendre, ce qui se passe, et même symboliquement, c'est beaucoup moins dur à vivre pour elles parce qu'elles ont moins les éléments de compréhension. Vraiment ce que j'ai trouvé, voilà, qui était, le plus significatif, c'est celles qui parlaient français avant. C'était le plus fort, et concernant l'anglais, aussi un petit peu, au quotidien, j'allais dire, notamment pour celles qui parlent pas français. Elles arrivent quand même un petit peu à se débrouiller pour les soins, pour des choses comme ça, même si, elles me disent bien que ça parle pas très, très bien français en France, mais en tout cas, par exemple, avec les médecins, dans la vie quotidienne, non, avec, les interactions avec les Français et les Françaises, mais pour l'accès aux soins, par exemple, le fait de parler anglais, est assez important. Mais encore une fois, avec les outils de traduction automatique et l'importante diaspora ukrainienne, notamment au début, elles arrivaient presque tout le temps à aller aux rendez-vous médicaux avec, quelqu'un des associations, qui venait faire l'interprétariat, et cetera. Mais voilà, je dirais surtout la maîtrise du français. Mmh. Merci Joséphine. Lison? Merci Joséphine pour ce très chouette travail de recherche. Moi, j'avais une question sur l'accès au droit et ce qu'on a perçu comme un élément facilitateur avec la protection temporaire. Comment a été appréhendé ce parcours dans l'accès au droit par les personnes que tu as accompagnées? Tu as évoqué les difficultés liées à l'emploi, quand bien même elles avaient accès au travail et toutes les questions relatives à la langue. Mais est-ce que tu as relevé des difficultés dans l'accès aux droits sociaux? Tu as parlé de personnes qui étaient âgées. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient par exemple en situation de handicap? Parce qu'on a vu qu'il y a eu certains éléments de blocage. Voilà, si tu as des éléments sur ces difficultés et peut-être les éléments de facilitation, de ressources qu'elles ont pu trouver pour surmonter ces blocages. Merci beaucoup. Merci. Donc pareil, alors je sais pas si c'est biais de recrutement, mais moi j'ai rencontré des personnes qui sont toutes arrivées entre
le 25 février 2022 et juin 2022. Donc, elles étaient toutes dans les premières vagues d'arrivée. Donc, elles ont pu bénéficier à Lyon de ce qu'on a appelé le pôle multidisciplinaire, où tout était au même endroit. Donc, il n'y en a aucune qui est passée par la préfecture pour la première demande d'APS, ce qui a été vraiment extrêmement facilitateur. Elles les expliquent toutes vraiment que c'était assez facile. Et même celles qui sont arrivées plus tôt ont en fait très souvent attendu que le centre ouvre pour faire la demande d'APS. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Le renouvellement d'APS s'est toujours bien passé. Ce qui était plus dur, c'était l'accès aux soins, je pense. Il y en a beaucoup qui, par exemple, ont expliqué avoir été refusées parce qu'elles étaient sous la CPM et PUMA, donc des médecins qui ne voulaient pas les prendre ou qui les forçaient à payer en disant mais qu'il fallait payer, des choses comme ça. Ou des violences. Moi, j'ai pu assister à une scène de violence médicale qui était vraiment très difficile, avec des propos orientalisants et sexistes vraiment difficiles. Enfin, c'était vraiment dur. Donc, sur l'accès effectif, j'allais dire, aux soins. Et ensuite, sur la question du handicap, en effet, notamment, et ça, c'est du fait du dispositif, les personnes ukrainiennes peuvent, par exemple, pas toucher l'allocation adulte handicapé parce que l'APS n'est pas considéré comme un titre de séjour permanent et qu'il faut donc le titre de séjour permanent pour faire. Donc, j'ai le cas notamment de la grand-mère d'une des enquêtées qui est en fauteuil roulant et qui... donc, elles ont fait toutes les démarches depuis 1 an et demi pour en fait savoir il y a 3 semaines qu'elles ne pouvaient pas toucher, qu'elles ne pouvaient rien toucher. Il n'y a donc pas d'aide à domicile, ce qui fait que du coup, il y a quelqu'un de la famille qui doit rester pour s'occuper de cette dame, qui du coup ne peut pas travailler. Donc là, ça renforce aussi l'assignation au domicile, au non-emploi et aux soins qui est souvent assigné aux femmes. Et donc, elles ont à la fois ça avec leurs enfants et parfois avec leurs aïeuls, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour la prise en charge des personnes dépendantes et des personnes handicapées en Ukraine, ce qui fait que ça repose sur la famille. Et dans ce cadre-là, elles ont donc comme solution, enfin, l'enquêtée dont je parle m'a dit, bah, ma seule solution, c'est de travailler et de travailler assez pour que je puisse m'occuper de ces 2 personnes, donc celle qui est dépendante et celle qui est l'aidante, quoi. Et sauf que comme l'accès au marché du travail est compliqué, c'est un peu une boucle sans fin. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment, en effet un enjeu, sur, sur les personnes dépendantes, et l'accès aux droits, pour les personnes handicapées et dépendantes, ouais. Alors, je ne vois pas d'autres questions, ni dans le chat. Bon, je vais peut-être profiter de ce moment pour poser les miennes. Bah, merci encore pour cette présentation. Moi, j'ai vraiment... Ah, bon, je vais poser mes questions et ensuite je vois il y a une main qui s'est levée entre-temps. Donc moi, j'ai trouvé plein de choses qui concordaient avec ce que moi j'ai pu voir aussi en tant que quelqu'un qui est engagé dans le milieu ukrainien et aussi voilà, en faisant une enquête sur ces questions. Première chose, moi, ce que je trouvais passionnant dans ta recherche, ce que tu as dit, en fait, voilà, ta méthodologie observation participante et participation observante, effectivement, moi, je pense que les résultats que tu as obtenus sur cette approche assez critique hein, de l'accueil en France, finalement, il me semble que c'est possible uniquement quand on a cette relation de confiance qui s'installe. C'est-à-dire que ce qu'on a observé à plusieurs reprises aussi avec Lison et Karine, par exemple, dans les événements où parfois un peu public, hein, on peut convoquer un certain nombre de réfugiés, de personnes exilées d'Ukraine, raconter, faire part de leur expérience de l'exil. Les personnes se mettent tout de suite en position
de remercier la France pour l'accueil, pour tout ce qui a été fait, les familles d'accueil, l'État, les dispositifs. Bon, pas évidemment le mot dispositif, mais c'est dans cette posture, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est ce qui est attendu d'elle. Et pour avoir un autre type de discours, justement, pour pouvoir comprendre ce qu'elle pense réellement, je pense qu'il ne suffit même pas de faire un entretien ou voilà, de rencontrer, mais il faut vraiment que ces personnes aient confiance en toi. Et cette confiance, peut-être, moi, il me semble, elle peut être acquise aussi, notamment, pas seulement parce qu'on a fréquenté deux, trois entretiens, deux, trois événements qui étaient organisés par ces personnes, ou quelques événements auxquels participent ces personnes, pas forcément les organismes, mais participent, mais en faisant effectivement quelque chose ensemble. Et donc, ce que tu dis, la participation observante, si je comprends bien, c'est vraiment la question de co-organiser quelque chose, des événements, des réunions, c'est-à-dire avoir cette posture active, proactive, c'est-à-dire que pas seulement quelqu'un qui observe, mais quelqu'un qui s'engage aussi, qui donne de son temps, qui donne de cette énergie. Et c'est effectivement cette... moi, je suis un peu en train de réfléchir là-dessus, en fait, même dans mes propres terrains, c'est effectivement comment décrire cette expérience où tu sens en fait que tu acquiers la confiance et donc tu as plus de... Moi en plus je suis en position beaucoup plus délicate que toi parce qu'en étant russe c'est encore d'autres types de questions qui se posent, mais c'est vrai que je sens qu'en fait c'est vraiment ce terrain beaucoup plus que les autres alors que j'ai fonctionné toujours comme ça, mais là c'est beaucoup plus compliqué que sur d'autres terrains, en fait, quand tu dois acquérir cette confiance pendant un très très longtemps, et puis en fait réfléchir tout le temps à ce que tu fais, en fait, à comment tu en parles, comment tu fais des choses, ce que tu fais avec ce que tu obtiens comme information. Et là, en quelque sorte, par moment, j'ai des... Je ne sais pas si toi, tu as eu ça, mais comme tu disais, c'est très délicat, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Moi, je le vis constamment, à tel point que par moment, j'ai l'impression d'être un peu bloquée dans ce que je peux dire parce que voilà, il y a plusieurs contraintes qui s'imposent et que je m'auto-limite à m'exprimer là-dessus parce que en fait, soit j'ai une position un peu de... Il faut que je choisisse bien mes mots pour pouvoir en parler. Première chose. Deuxième chose, c'est que il faut en parler pour pas trahir les personnes, pour pas les... Voilà, c'est toujours... c'est dans leur intérêt qu'il faut que j'en... Bon, je trouve que c'est des questions que toi, tu as pas eu... Voilà, mais qu'on sent un peu traverser ta réflexion, ta présentation aujourd'hui. Mais voilà, je voulais t'entendre peut-être un petit peu plus là-dessus. Puis sur les questions aussi, chez les personnes, comme tu disais, cette mise à l'écart, cette relation avec la Russie, les Russes, comme tu disais, les expériences très traumatiques de la guerre peuvent peut-être produire plus voilà, chez des personnes jeunes, mais aussi, comme tu dis, mais chez des personnes ayant connu des expériences très traumatiques de la guerre. C'est intéressant, moi j'ai vu ça aussi en Géorgie avec... une personne une collègue en plus, qui est sociologue, qui me disait très clairement, en fait, c'est à quel point les personnes réfléchissent là-dessus, c'est ça que je veux dire. Elle me dit, tu vois, Olga, maintenant, on fait des choses ensemble, on fait du bénévolat ensemble, on organise des événements ensemble, mais si demain, quelqu'un des miens meurt en Ukraine, je ne pourrais plus communiquer avec toi. Donc, il y a aussi toutes ces... c'est-à-dire qu'en fait, elles sont constamment à réflexion. Comme tu dis, c'est pas un état figé, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, quoi. C'est-à-dire ce rapport aussi à ce qu'on... avec des Russes et la Russie. Puis, en fait, ce que tu disais par rapport au retour, certains décident de ne plus rentrer. Moi, j'ai observé ça aussi, mais surtout, il me semble que ce qui est important dans cela, en fait, c'est le facteur de l'âge. Moi, j'ai vu ça plus chez des personnes âgées qui disent qu'elles ne veulent pas rentrer, même peu importe l'issue de la guerre. Elles ont l'impression que, en fait, dans leur position d'extrême fragilité, elles ne vont pas s'en sortir en Ukraine. Parce qu'elles se rendent compte que maintenant, et même après la guerre, elles voilà, elles pourront pas survivre, elles auront pas de quoi vivre tout simplement en fait, parce que la retraite est
est petite. Et puis, pour les retraités, on va dire les jeunes retraités qui vivaient en Ukraine beaucoup en travaillant en parallèle, c'est-à-dire qu'en percevant leur retraite, mais en travaillant en parallèle, euh, ces personnes considèrent qu'elles vont plus pouvoir trouver du travail en Ukraine parce que voilà, il y aura des problèmes au moment de la reconstruction, etc. Et donc, j'ai vu parmi ces personnes ceux et celles qui effectivement réfléchissaient à la procédure de demande d'asile pour pouvoir rester ici, pour pouvoir justement avoir une retraite en France. Et puis, en fait, une toute peut-être dernière chose sur le logement chez les compatriotes. Toi, tu dis que tu n'en as pas eu beaucoup de cas. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé comment tu décrivais aussi toutes ces personnes, comment elles vivent cette cohabitation dans les familles d'accueil, dans les appartements individuels qui ont été donnés. C'est vrai que c'est des expériences qui sont compliquées. Souvent, moi aussi, j'en ai entendu parler beaucoup. Mais moi, j'ai beaucoup entendu aussi des situations compliquées. Quand on vivait dans la famille, chez les siens, c'est-à-dire que tu disais une des trajectoires les plus classiques pour la France, les personnes arrivant d'Ukraine, ce sont ceux et celles qui viennent parce qu'il y a des proches en France, installés en France. Et donc là, j'ai entendu, là maintenant ça commence à être dit un peu partout, c'est que ça a provoqué parfois des conflits très importants au sein de la famille, à tel point que les personnes ne se parlent plus. Voilà, cette expérience de cohabitation entre les cousins, entre tantes et neveux, nièces, voilà, ou frères, sœurs, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que chez certaines personnes, j'ai entendu dire que c'est plus facile finalement pour elles parfois de vivre chez des inconnus, même si ça a d'autres contraintes, d'autres problèmes, mais bon voilà, c'est aussi quelque chose de pas simple. Merci. Je vais peut-être répondre un peu rapidement, parce que je vois qu'il y a une autre question en plus après. Pour cette question du discours omniprésent de remercier la France, etc., en effet, ce que j'ai dit par rapport aux limites du dispositif, c'est jamais quelque chose qui m'a été dit comme vous vous rendez compte de... C'est en fait de ce qu'elle me disait, je me rendais compte que c'était dur pour elle de vivre certaines choses, etc. Mais il y en a très très peu qui avaient un discours critique sur ce qui était fait en France, parce qu'il y a cette omniprésence de dire merci pour tout, et qui est renforcée par le dispositif de l'enquête, je pense. Parce que moi, je leur demandais très souvent pourquoi elles acceptaient de s'entretenir avec moi. Et beaucoup m'ont dit oh là là, mais si vous saviez tout ce qu'on a fait pour nous, alors nous, on peut bien faire pour la France en retour. Donc, j'étais un petit peu cette figure qui représentait la France et qui était ce remerciement à ce moment-là. Je sentais qu'il y avait vraiment cette redevabilité un petit peu, et que justement, pour faire peut-être le lien avec la famille, il y a aussi dans le fait d'être hébergé en famille d'accueil, cette redevabilité de devoir se montrer impeccable, etc., et qui peut aussi y avoir d'ailleurs avec les proches. Mais voilà. Donc, c'est des choses que j'ai perçues en filigrane, ces limites du dispositif, mais qui étaient très peu souvent explicitées comme telles. Et pour revenir sur la question de la confiance, c'est sûr que c'est des questionnements méthodologiques qu'on se pose beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit sur la guerre? Qu'est-ce qu'on dit? Enfin, ça a été très compliqué, moi aussi, ma position. Et par exemple, quand j'ai écrit la partie sur le fait que des fois, elle rejetait justement le stigmate de l'immigré sur les populations non blanches, c'était difficile pour moi parce que j'avais pas envie de dire qu'elles étaient racistes, mais il y avait certaines choses que je voyais sur le terrain que je pouvais pas non plus, par solidarité, totalement effacer. Et par rapport au rapport aux Russes, à la Russie qui évolue, c'est extrêmement vrai. En fait, chacun a un petit peu ses limites, et ça dépend de beaucoup de choses. Et c'était très dur de vraiment sentir. La limite n'est pas fixe de on parle à aucun Russe. Il y a des Russes dans le milieu associatif ukrainien qui, parce qu'ils ont fait preuve de leur solidarité, sont aussi là.
Il y en a qui, parce qu'ils vivent plus en Russie depuis très longtemps, certains considèrent que la guerre n'est pas de leur fait. Certains considèrent que la guerre n'est pas du fait des Russes parce qu'ils vivent dans un régime autoritaire. D'autres considèrent que si. C'est très, très complexe et la ligne n'est pas claire. Et même dans les mêmes familles, la ligne n'est pas claire. Mais pour la question de la jeunesse, tout ça, moi, c'est vraiment ça que j'ai eu l'impression. Par exemple, sur une enquêtée qui est originaire de Mariupol, sa mère a vécu le siège de Mariupol. Et elle, ça a été vraiment extrêmement traumatique pour elle. Elle a arrêté de parler russe, etc. Et sa mère, non, par exemple. Et elles n'arrivent pas. Et sa mère refuse de parler ukrainien avec elle en disant qu'elle ne la connaît pas, qu'elle ne la reconnaît pas comme ça. Et ça crée vraiment des lignes de fracture dans les familles. Là où pour celles qui défendent cette position-là, elles disent mais comment c'est possible? Tu étais à Mariupol, tu as vu les chars, tu étais à Odessa, c'est impossible que tu aies une position. En fait, pour elles, elles disent je ne suis pas juste pour la paix. On ne peut pas dire je suis contre la guerre, je suis pour la paix, il y a tout un système qui est derrière, etc. Mais ça, c'est vraiment très fin. Et c'est vrai qu'il faut vraiment avoir la confiance même pour avoir ça, parce qu'il y a aussi le discours politique un petit peu qui est attendu, notamment par les autres. Et ce qu'ensuite on sent derrière, notamment sur cette question de la langue. Moi, j'ai plein d'enquêtés, par exemple, qui m'ont dit qu'elle parlait russe et ukrainien, alors qu'en fait, elle parle que russe chez elle. Mais en fait, elles ne le disent pas parce qu'elles savent qu'il est attendu qu'au moins elles disent qu'elles maîtrisent l'ukrainien et qu'elles parlent un peu ukrainien. Et pour la question des personnes âgées qui voudraient moins rentrer, alors moi, ça, je ne l'ai pas vu sur les personnes plus âgées, mais en effet, ça dépend beaucoup, ce que je disais, de ce qu'elles pensent avoir. J'ai une de mes enquêtées, par exemple, qui, à cause du choc psychologique de la guerre, très certainement, a développé un diabète et qui sait qu'elle ne pourra pas rentrer en Ukraine avant des années parce qu'en fait, médicalement, elle ne peut pas être traitée en Ukraine. Elle ne peut pas être sûre qu'elle aura toujours assez d'insuline, etc. Donc, elle a fait une croix sur rentrer, même des années après la guerre, du fait de sa condition médicale. Et donc, il y a des choses comme ça qui font, ou par exemple, une autre enquêtée, celle qui pense à demander l'asile, elle, son fils, désormais, immobilisable. Ils sont partis, il avait 17 ans, il n'était pas mobilisable. Et aujourd'hui, elle sait qu'elle ne peut pas rentrer et qu'elle ne pourra pas rentrer pendant très longtemps parce que sinon, son fils va partir sur le front. Que s'ils demandent l'asile, eh ben, ils sont épargnés, exemptés pour ça. Donc, ça dépend en effet beaucoup des situations et de ce qui leur reste. Cette enquêtée aussi qui est diabétique, elle vivait à Mariupol, donc elle n'a plus d'appartement. Donc, elle peut aussi difficilement rentrer en Ukraine parce qu'elle a nulle part où rentrer. C'est sûr que la situation qui les attend en Ukraine est extrêmement dépendante de ce qu'ils vont faire ou pas. Et voilà. Et pour la cohabitation en famille, tout à fait, c'est aussi des retours qu'on a eus et qui sont un peu difficiles à dire, mais je pense aussi qu'il y a des questions de génération de migration où ils se rendent aussi compte parfois que des gens qui sont partis il y a 10 ou 15 ans, qui n'ont pas vécu, par exemple, la révolution de la dignité, qui n'ont pas vécu l'annexion de la Crimée et la guerre à grande échelle en Ukraine, c'est pas exactement les mêmes positions politiques, c'est pas exactement la même connaissance de ce qu'est devenu l'Ukraine en 15 ans, et qu'il y a aussi, alors à la fois sur l'intime de cohabiter avec des gens qu'on voit plus depuis 15 ans, mais aussi sur qu'est-ce que c'est être ukrainien, ukrainienne. C'est plus la même chose il y a 15 ans qu'aujourd'hui, et qu'il y a des lignes aussi de fracture dans les familles qui se sont créées par rapport à ça, je pense. Merci beaucoup, Joséphine. Il y avait Yves Fradier qui voulait poser une question aussi. Oui, bonjour à tous, pardon de me réveiller en retard. Joséphine, bravo, c'est absolument passionnant. Et j'ai juste une question. À un moment donné, tu dis que leurs vies ne sont pas en suspens. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ces vies alors? Merci pour votre question. Donc, vie en suspens, c'était vraiment le terme utilisé par le Haut-Commissariat aux réfugiés Oui, dans vraiment cette attente. Et elles le disent vraiment qu'il y avait ce jour où chaque jour, elles se disaient, allez, la semaine prochaine, on rentre. Allez, le mois prochain, on rentre. Ça, elles l'ont abandonné. Et c'est vrai que c'est une vie un peu entre deux parce que elles n'ont plus une vie stable en Ukraine, qu'elles ne pourront jamais retrouver. Leur vie ici n'est pas exactement celle qu'elle était non plus, mais c'est quand même le plus stable des deux vies, j'allais dire. Donc, ce n'est pas une vie en suspens, c'est une vie qui attend de vraiment démarrer ici. Justement, c'est pour ça que je disais, c'est peut-être la période de l'installation, de l'intégration qui vraiment attaque.
et où pour l'instant, elles sont un peu dans cette sorte d'entre-deux qui est très inconfortable, mais où au moins elles sont sorties de cette attente sans fin qui psychologiquement était éreintante parce qu'elles ont passé pour certaines 1 an chaque semaine à penser qu'elles allaient rentrer le mois prochain en Ukraine. Donc il y a une sorte de deuil à faire d'un retour qui ne sera pas immédiat, mais qui libère aussi d'une sorte d'attente sans fin. Donc je n'ai pas de qualificatif à donner, mais voilà, c'est un peu un entre-deux sur un début d'installation et d'intégration. Merci. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, Thomas, tu voulais annoncer Oui, bah, je voulais déjà remercier Joséphine pour cet exposé. Vraiment, c'était vraiment passionnant. Juste pour dire que nous, de notre côté, on poursuit avec Yves et d'autres cette enquête longitudinale sur les Ukrainiens et trajectoires ukrainiennes. Et il y a des choses qui font beaucoup écho à ce que tu dis. Et d'ailleurs, je me suis dit, on pourrait peut-être vérifier s'il y a une structure générationnelle des intentions de retour. Si l'âge joue dans les intentions de retour, on pourra regarder ça. Voilà. Alors, merci beaucoup, Joséphine. Donc, comme je l'ai annoncé dans le chat, cette session, comme les autres, sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'Institut Convergence. Donc, ceux qui ont été en retard, ceux qui n'ont pas pu y assister auront une séance de rattrapage. Il faut aussi, on est un peu en retard, nous, il faut qu'on mette en ligne la session précédente qui a eu à propos de la présentation, enfin des résultats du programme Guil Exil en septembre dernier. Tout ça pour vous dire que la prochaine session aura lieu donc en novembre, le 24 novembre à 9h30 et nous aurons le plaisir d'entendre Olga cette fois avec, alors attends, rappelle-moi, avec Anna Zaitseva. Anna Zaitseva et l'intitulé de votre communication, c'est Les lieux communs dans l'émigration de guerre à Tbilissi. Quel type de lien et d'engagement? Donc, tu vas nous faire part de ton terrain que tu as réalisé à Tbilissi sur la diaspora ukrainienne. Donc, autre temps et autre lieu, mais toujours ce fil conducteur qu'on est en train de tisser. Merci à vous. Oui, tu voulais dire quelque chose précisé? Pour russe. Pardon, excuse-moi. Oui, je vais rester sur les Ukrainiens, excuse-moi. Oui. Tout à fait. Ok, voilà. Merci à toutes et à tous pour votre présence et j'espère qu'on se reverra en novembre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, merci.